et merci de votre présence à cette nouvelle webconférence du réseau eau. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour échanger sur la gestion des réseaux d'eau potable et plus particulièrement sur la cartographie dans le cadre d'un plan de renouvellement des réseaux. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette webconférence des représentants de Chambéry Métropole et de Inspatial. C'est One Spatial, pardon, One Special, si on met l'accent anglais. Donc, Chambéry Métropole et One Special ont travaillé ensemble à la mise en œuvre d'une solution de SIG pour planifier le renouvellement des réseaux de la collectivité. Ils vont nous raconter donc leur expérience. Et puis, dans un second temps, One Special reviendra sur les spécificités, les nouveautés de sa solution Helix Aqua. Nous allons prendre 1 heure pour cette présentation. Vous êtes une soixantaine de personnes inscrites, actuellement 35 de connectés, donc j'espère que le reste des inscrits va finir par nous rejoindre. Vous avez, à titre d'information, sur cette page d'accueil, la liste des personnes qui sont inscrites à la webconférence, donc n'hésitez pas à la télécharger. Nous prendrons donc 30 minutes après la présentation pour vos questions. Vous verrez que vous pourrez réagir, poser vos questions tout au long de la webconférence via un module de messagerie instantanée qui sera en bas à gauche de votre écran. Voilà, j'en ai fini pour les explications pratiques. Je laisse d'ores et déjà la parole à Thierry de Tombeur qui va nous introduire le sujet. Bien, bonjour à tous. Je suis Thierry de Tombeur et je représente effectivement la société One Special avec le bon accent. Une petite précision tout d'abord. À l'origine, vous avez été invité à ce séminaire par la société Startic et qui est effectivement devenu depuis quelques jours, c'est effectivement de l'actualité tout à fait récente, qui est devenue donc la société One Special. Voilà, c'est un changement de nom, l'activité continue. Nous avons rejoint un groupe anglais qui se nomme donc One Special et nous avons donc bien adopté le nom de cette entreprise. Tout d'abord, un grand merci à Chambéry Métropole et puis à vous tous les auditeurs de cette webconférence. One Special et Chambéry Métropole, c'est 20 ans de partenariat dans le domaine du SIG, alors tant aussi bien avec la ville de Chambéry et l'agglomération de Chambéry. Et c'est donc bien entendu une relation privilégiée autour de la solution SIG Helix Aqua que Chambéry Métropole et mes collègues vont vous présenter dans le détail. Donc voilà, on est très satisfait de pouvoir organiser ce séminaire entre un client et un fournisseur. Nous avons déjà réalisé ce séminaire avec Angers-Loire Métropole et One Special par le passé. Et je pense que c'est une excellente solution de pouvoir montrer un système d'information graphique du point de vue de l'utilisateur, mais également du point de vue de l'éditeur. Quelques mots donc sur notre entreprise, One Special. Donc, excusez-nous si on dérape par ce qu'on appelle encore Starapix, ça peut arriver. Mais donc, One Special est issu du regroupement 3 éditeurs européens avec des implantations principales en France, Belgique et Angleterre. Aujourd'hui, c'est 200 collaborateurs, 22 millions de chiffres d'affaires, ce qui représente vraiment une très grande entreprise en matière de développement et mise en place de systèmes d'information géographique. Sur notre marché en France, eh bien, nous sommes un éditeur de solutions SIG pour les collectivités locales et les gestionnaires de réseau. Vous le verrez tout à l'heure au travers de quelques références dont je vais vous parler. Vous verrez que la plupart du temps, bien, ce sont des entreprises, des collectivités qui gèrent du patrimoine et des réseaux de tout. Notre solution SIG donc, se nomme Helix. Et vous avez donc ici sur ce schéma les principaux modules de cette gamme Helix qui s'agit utilisée évidemment par Chambéry Métropole. Il y a dans le sud des SIG tout ce qui va bien pour constituer un SIG, à la fois un client bureautique, un client web, bien entendu, pour administrer l'ensemble en tant que tableau de bord de l'ensemble de ces solutions SIG, une solution qui se nomme Helix Manager, le tout étant complété, évidemment, des différentes solutions mobiles, puisqu'aujourd'hui on emmène non plus des plans sur le terrain,
mais on emmène un support numérique alors, sur des différents outils. On a également donc, une solution d'ETL qui permet de gérer tout ce qui est import, export de données pour arriver dans le SIG ou bien sortir du SIG. Donc, par exemple, établir des liens entre les logiciels de dessin et les logiciels de SIG. Nous avons également une solution qui se nomme 3D, qui n'est pas l'objet de démonstration aujourd'hui, mais qui permet en fait de stocker, de gérer l'ensemble des données de SIG qui sont bien souvent en 2D, voire en 2D, et dans une véritable troisième dimension, certainement, probablement les SIG d'avenir. Et puis notre spécialité, là où nous avons développé des compétences très très fortes, eh bien, ce sont des métiers particuliers. Alors, je viens de citer Élite Aqua, qui est bien entendu la gestion de l'eau et de l'assainissement. Mais nous avons également développé des solutions métiers très performantes avec des hauts processus dans le secteur de l'électricité, du gaz, du triple play et de la fibre. Monsieur de Tombeur, je me permets de vous interrompre simplement pour vous inviter à parler plus près du micro car les participants m'indiquent qu'ils vous entendent mais de très loin. Je me rapproche du micro. Merci beaucoup. Encore deux diapositives, puisqu'il est toujours intéressant quand on présente une société de dire avec qui on travaille. Alors, qui sont nos clients? Il y a beaucoup de collectivités locales, ici des collectivités locales françaises, comme par exemple des communautés urbaines, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, et je ne vais pas citer. Il y a également un grand nombre de communautés d'agglomération, donc ici effectivement Chambéry Métropole, des villes, et puis des communautés de communes, parfois de taille très modeste, qui utilisent nos produits, certaines pour l'urbanisme, certaines pour les réseaux, pour les espaces verts, et pour des liens et des applications métiers qui sont déjà en place dans ces collectivités. Voilà, nous sommes répartis sur tout le territoire français. Il arrive aussi que nous hébergions nous-mêmes complètement le service de système d'information géographique. Et puis, le sujet qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, référence en matière de gestion d'eau et d'assainissement, puisque nous travaillons One Station avec les plus grands, comme la Lyonnaise des eaux, qui est équipée avec nos logiciels dans tous ces centres régionaux, mais également donc, des grands syndicats des eaux, comme L'Oréal, comme le SDEA 67, comme certaines communautés d'agglomération, et puis un certain nombre de syndicats intercommunaux d'eau, d'assainissement, etc., en France et dans les zones pleines, et bien entendu avec de plus en plus de références à l'étranger. Donc voilà pour un focus sur la société Station. Je vais maintenant donc passer la parole à M. Jean-François Michel de Chambéry Métropole, qui est responsable du bureau d'études. Donc Jean-François Michel, responsable du bureau d'études de Chambéry Métropole. On va commencer par vous faire une petite présentation de l'agglomération et du service des eaux. Donc depuis janvier 2004, le service des eaux fonctionne sous forme de régie, autonomie financière, une pour l'eau potable et une pour l'assainissement. Nous sommes donc chargés de l'eau et de l'assainissement dans nos compétences et nous assurons une mission de production, distribution eau potable en tant qu'exploitant, mais également donc la collecte et la dépollution des eaux usées. Nous sommes environ 140 agents pour aider l'ensemble des missions administratives et techniques. C'est quelques chiffres, donc c'est 24 communes. Alors à particularité par contre urbaine et périurbaine jusqu'au rural, nous avons 2 communes en plus en gestion déléguée. Ça représente 127 000 habitants. Donc pour l'eau potable, c'est 63 000 abonnés, 4 puits principaux et 60 sources, près de 18 000 m3 d'eau potable qui sont traités chaque jour pour environ 910 km de canalisation, distribution, transport et adduction. Concernant l'assainissement, c'est une usine de dépollution qui représente plus de 80% de la population, 5 stations d'épuration délocalisées, type macrofit, 30 postes de relèvement, puisqu'effectivement nous sommes des régions un peu montagneuses, donc nous avons besoin de postes de relèvement, 590 km de réseau d'assainissement confondu eau usée unitaire, puisque le centre ancien de Chambéry est principalement unitaire, et nous avons 390 km de réseau d'eau pluviale. Donc un linéaire de réseau relativement important qu'il convient de gérer au mieux, et notamment dans le cadre des renouvellements. Voilà
concernant la présentation de Chambéry, service des eaux. J'espère que vous l'avez tous bien entendu. Donc, je vais donc passer maintenant la parole à ma collègue. Donc en fait, Chambéry Métropole et la ville de Chambéry travaillent avec la société One Special depuis 1993, comme M. de Tomber l'a précisé. Donc la ville de Chambéry et l'agglomération, puisque le transfert de compétences de la gestion de l'eau est passé en 1997 à l'agglomération. Donc tous les agents travaillaient avec Winstar à l'époque. Et deux géomaticiens tiennent historiquement à jour les réseaux eau et assainissement sur les outils SIG. Donc, Chambéry Métropole a recruté un premier administrateur SIG en 2003 et la DSI s'est structurée à cette époque. Et le SIG est devenu une composante en fait du système d'information à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, il y a des géomaticiens qui sont rattachés à la DSI et des géomaticiens qui sont rattachés au service des eaux, spécifiquement pour la gestion des réseaux d'eau et l'assainissement. Donc en 2009, on a fait le choix de migrer vers la solution ELIX, qui a été présentée par M. de Tomber, pour la gestion des référentiels des réseaux d'eau et d'assainissement. Et depuis, l'ensemble des données métiers, des compétences d'agglomération sont passées sous ELIX. En 2011, ensuite, il y a eu la mutualisation avec la ville de Chambéry des directions des systèmes d'information, et notamment le SIG qui a été mutualisé à cette période-là. Donc, on a regroupé les équipes des systèmes d'information, du SIG, et depuis, l'ensemble des données de compétences ville de Chambéry sont également migrées sous ELIX, qui est notre solution de saisie de données pour l'ensemble des compétences. Donc, sur la diapositive, on ne voit pas, mais je vous ai mis un petit listing de toutes les données qui sont, tous les thèmes qui sont aujourd'hui sous ELIX, donc je vous les liste rapidement. On a bien sûr nos cadastres, les réseaux d'eau, d'assainissement, le PLU, les transports en commun, le réseau d'éclairage public, la voirie, les travaux, le droit des sols, etc. etc. Donc, vous verrez ça peut-être sur les diaporamas en téléchargement, je ne sais pas. Et voilà, donc... Ah non, j'ai encore un petit truc à vous dire. Donc, autour des listes, aujourd'hui, on a une équipe SIG composée de 4 personnes qui administrent l'outil ELIX, avec la création des thèmes, des composants, la gestion des droits, donc sous ELIX Manager. Ensuite, on travaille en collaboration avec les géomaticiens du service des eaux pour faire évoluer leur modèle de données, toujours en s'assurant que l'Ixaqua fonctionnera avec les spécificités de notre site, bien sûr. On déploie les modules et on accompagne l'équipe de géomaticiens du service des eaux. Et ensuite, au service des eaux, ils utilisent l'Ixaqua quotidiennement. Jean-Marc vous montrera ça après. Le modèle de données est basé sur le standard l'Ixaqua et les modules exploités pour la compétence eau, donc je vous les cite. Il y a la gestion des réseaux avec le saisie, tronçonnement, fonction de graphe et propagation. Et dans le module l'Ixaqua, on a la gestion des anomalies, la visualisation de biais et l'export pour modélisation vers notre outil Porto. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter plus spécifiquement le renouvellement du réseau d'eau potable à Chambéry Métropole avec l'analyse multicritère. Et donc, c'est Jean-François Michel et Jean-Marc Goujon qui vont faire cette présentation. Exposer le renouvellement des réseaux d'eau potable, analyse des critères tels qu'on l'a fait au service de Chambéry Métropole. On a mis ça en place en 2011. Donc, tout d'abord, un petit rappel des obligations de gestionnaire de réseau, puisqu'en fait, effectivement, c'est la loi bien connue de tous les gestionnaires de réseau du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, bien connu sous le nom de Grenelle 2, qui sont venus, par son décret d'application, modifier les codes généraux des collectivités territoriales et du code de l'environnement. Ce Grenelle 2 a véritablement lancé une politique de gestion durable du patrimoine de canalisation pour l'ensemble des gestionnaires. Et c'est également le renouvellement des réseaux d'eau inscrit dans une démarche de développement durable. Donc,
Et également, donc, dans le cadre d'un décret d'application du 27 au 6 janvier 2012, le service des eaux doit maintenant, bien évidemment, réaliser un descriptif détaillé de leur réseau pour fin 2013, donc c'est ce qu'on a fait, et un plan d'action pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution. Donc ça passe par les engagements de rendement améliorés et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment l'inventaire qui nous fournit des éléments essentiels à hiérarchiser nos investissements pour la réhabilitation et le remplacement des réseaux si on veut être efficace dans la réhabilitation et le renouvellement. Donc afin d'avoir une approche pertinente et hiérarchiser justement tout cet inventaire de conduite qui était à renouveler, on a convenu de mettre en place une analyse multicritère en sélectionnant plusieurs caractéristiques, plusieurs critères, qui étaient pour nous les matériaux, et les matériaux, surtout certains, comme le PVC, qui pouvaient présenter des risques sanitaires suite aux nouvelles réglementations, le diamètre des conduites, bien évidemment, le nombre de fuites, puisque nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on enregistre toutes nos fuites, l'âge des conduites, bien évidemment, tout ça couplé avec d'autres données qui sont les accompagnements des travaux de voirie qui peuvent être menés par les gestionnaires et les améliorations hydrauliques de réseau dont on aurait besoin en fonction de projets importants. Donc le service des eaux a abouti à ce qu'on appelle nous couramment un PPI, donc un programme pluriannuel d'investissement qui nous a permis de hiérarchiser notre patrimoine pour avoir une gestion cohérente et optimale. Alors on a rajouté dans le cadre de notre politique qualité, puisqu'effectivement le service des eaux est certifié ISO 9001 depuis l'année dernière. Et pour nous, il est très important que ce programme pluriannuel puisse être aussi consolidé en coordination avec les opérations de voirie et des communes de l'agglomération, bien évidemment. Alors, quelques chiffres sur l'approche patrimoniale. Le numéro de réseau, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, c'est 910 km. On a actuellement un taux de moyen de renouvellement sur ces dernières années qui est de l'ordre de 1%. Cette année, on est à 1,40%. Le montant des travaux de renouvellement est de l'ordre de 2 900 000 €. Sur nos critères de choix, on a limité aux conduites inférieures à 200, puisqu'on considère qu'après les caractéristiques et les techniques de rénovation ne sont pas tout à fait les mêmes, et notamment au niveau des estimations. Donc les linéaires de conduite inférieures ou égales à 200 représentent 819 km sur l'ensemble de l'agglomération. Ces conduites inférieures à 1960, c'est 347 km encore de réseau. Et si on s'arrête aux arrêts 1980, âge supposé où on a commencé nous à poser de la fonte d'outils en 75 et 80, ça représente 523 km de réseau. Donc voilà, donc pour nous c'est bien le SIG qui est au cœur de ce processus d'analyse multicritère qu'on a souhaité mettre en place. Alors, je vais donc laisser mon ami Jean-Marc Goujon vous présenter la partie plutôt analyse multicritère en lien avec le SIG. Bonjour, alors moi c'est Jean-Marc Goujon, je suis géomaticien en service des eaux depuis la création, donc depuis 1993. Alors, on va vous présenter un petit peu l'analyse multicritère telle qu'on l'a conçue. Donc le SIG sur la base de requête par critère, donc Jean-François l'a déjà dit, année, type, matériel, taux de fuite, état de conduite, nous permet la production de plans et de diagrammes, la création de tableaux en format Excel. À partir de ces tableurs, donc soit général, soit par commune, après on peut lister un peu comme on veut, on peut hiérarchiser les opérations en affinance listing par d'autres critères non inclus au SIG. L'indice linéaire de fuite par UDI, alors UDI c'est les unités de distribution qu'on a définies, mesurées par le service de distribution suite à des mesures de zone qui font quotidiennement, ou par mois, pour les recherches de fuite, les opérations de voirie programmées, état et type des voiries. Donc l'analyse est réalisée en exportant les données du SIG selon certains critères, donc le diamètre. On est parti sur des diamètres inférieurs ou égaux à 200 mm. Les tronçons fillards, donc c'est vrai que les chambres de métropole, on implante les fuites depuis 1999 dans le SIG, donc on a déjà un bon recul sur la totalité des fuites. L'année de pause, donc inférieure à 1975, chose que disait Jean-François, où on a des doutes encore sur les matériaux qui ont été posés. Les matériaux donc, qui sont pris en considération, fond de grise bien évidemment pour l'ancienneté, l'amiante ciment et le PVC.
L'origine de l'eau, en fonction des UDI et des sous-critères, la nappe et les niveaux de pompage, parce qu'on a beaucoup de niveaux de pompage sur certaines UDI, et les sources et les types de traitement. Alors, les exports qui sont directement issus du SIG sont bien évidemment les diamètres, les matériaux, date de pose, nombre de tronçons, nombre de fuites par tronçon, linéaire de tronçon filiard et le type de réseau, c'est de la distribution, du refoulement ou de l'adduction. Les éléments complémentaires qui vont venir affiner notre analyse sont les intérêts géographiques. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a des communes urbaines, périurbaines et rurales. Le taux de fuite, qui est ramené à un nombre de fuites sur 100 mètres linéaires. Les travaux d'opportunité, donc les opérations programmées de voirie, des communes, du Conseil général, les concessionnaires de réseau. Alors là, on a eu un partenariat, enfin, on a signé une convention avec EDF et GDF. La mutualisation de travaux en full commune lorsque c'est possible. Et nous, de notre côté, on a les branchements en plomb à réhabiliter, donc il nous en reste encore quelques-uns qu'on doit passer dans l'analyse aussi pour prioriser. Enfin, il y a l'indice linéaire de fuite du secteur qui est calculé après recherche de fuite par zone, donc qui est donné par le service de distribution. Et le coût estimatif en fonction du diamètre et du linéaire filiard sur un seuil minimum de 100 mètres linéaires. Alors là, la première analyse que je vous ai fait voir par rapport à Elie Chacouin, donc en fait, je fais une analyse selon les matériaux, diamètre, année. On ressort ensuite donc une jolie carte. Donc sur la droite, on a un petit peu tous les champs qui sont présents dans les tronçons. Donc on va retrouver un petit peu les fuites, les causes de fuite, enfin pas les fuites, on va retrouver le type de réseau, pas mal d'informations. Et la recherche en fait à la fin, donc en fait l'analyse se fait sur les matériaux, donc sur la droite, sur la gauche par contre l'analyse, on se rend compte c'est en pourcentage en fait, qu'on a de l'amiante ciment, de la fonderie et du PVC selon les trois premiers critères qui sont inférieurs à 1975 et inférieurs au diamètre 200. Alors l'implantation des fuites, des anomalies maintenant dans l'ISACOA, ça fait actuellement en manuel à partir d'un fichier exporté de l'outil GEMAO. Parce que nous, à savoir que le service de distribution chez nous, un outil spécifique de gestion et de maintenance, où il rentre effectivement toutes leurs fuites, mais qui est tout à fait en corrélation avec le SIG. Parce que par exemple, sur la commune de Barbera, on peut voir sur la rue de la Concorde, donc on a le nom de la rue, on a l'équipement qui s'appelle AEP-TR 50488, qui est en fait issu de notre SIG. Et dans la JMO, ils doivent rentrer, eux, la cause de la fuite, la localisation, le type de fuite et l'état de la conduite. Et nous, derrière, on ressaisit sous ELIX-Aqua. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, il y a un travail qui est en cours afin de transférer ces données en automatique depuis la GMAO vers le SIG. Alors, l'implantation des fuites, je crois qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure en démonstration. C'était juste pour faire voir un petit peu, voilà, ici on a une fuite. Et on a les anomalies à côté, donc en fait tout ce qu'on retrouve un petit peu, donc l'état de la fuite, si elle est réparée, non réparée. Ensuite on a un petit peu l'emplacement, enfin l'équipement impacté, l'implantation, sous-chaussée, hors-chaussée, le type de casse, toutes les informations un petit peu qui sont là pour nous aider à affiner l'analyse multicritère. Alors, une fois qu'on a terminé un petit peu l'implantation des fuites, on peut aussi réaliser une requête, une analyse selon le nombre de fuites par tronçon. Donc là, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure avec les diamètres matériaux années. En fait, on lance l'analyse sur les tronçons fuyards. Ensuite, l'analyse nous dit que voilà, en vert, c'est les canalisations qui ont une seule fuite. En jaune, 2 fuites et en rouge, 4 fuites. Donc après, la priorité, effectivement, elle doit être basée par rapport à ce nombre de fuites. Alors, la requête dans le SIG se fait en 3 étapes. Sur les tronçons, donc on va ressortir l'identifiant du tronçon avec sa liaison vers la fuite, le diamètre, le matériau, l'année de pose, le linéaire, l'état de la conduite, le type de réseau et l'UDI. Ensuite, on refait une requête sur les E-fuites qui s'appelle E-anomalie. Maintenant, je suis désolé, on a fait une petite boulette. Alors, c'est pareil, c'est l'identifiant avec la liaison vers le tronçon, l'année de la fuite, la cause, le type de défaillance, l'implantation, l'adresse commune et l'UDI. Et enfin, l'UDI, ce qui nous permet en fait
principalement de voir le niveau de pompage qui va nous donner une priorité dans notre analyse finale. Alors, tout ça nous donne des jolis tableaux Excel, parce que le tout est exporté du SIG vers Excel. On retrouve après, on est obligé de faire une concaténation donc, des 3 requêtes. On retrouve bien, bon c'est un petit peu flou moi, sur mon écran, j'espère que chez vous ça va bien. Donc la première colonne, on a les fuites, avec la cause, le type de défaillance, l'adresse. Ensuite, on a une colonne sur les tronçons, donc on a bien relié la fuite et le tronçon. Et ensuite, donc, on doit avoir aussi l'UDI qui nous permet de déterminer le nombre de pompages qu'on va effectuer sur ces fuites. Voilà, donc là c'est un petit récap un petit peu du tableau final de synthèse de notre analyse multicritère. Donc les exports provenant du SIG, donc le matériau, diamètre, date de pose, longueur et type de réseau. Voilà, ensuite le tableau est composé des éléments complémentaires, donc l'intérêt géographique, les communes urbaines, périurbaines et rurales. Les taux de fuite, donc c'est le nombre de fuites ramenées sur 100 mètres linéaires. Donc avec le nombre de fuites, les taux de fuite, les dates de fuite, donc c'est vrai que il y a une partie qui provient du SIG, mais le calcul, lui, se fait, le calcul du taux de fuite se fait directement sous Excel. Bon, ensuite, on a effectivement les travaux d'opportunité, donc les opérations programmées de voirie, commune, conseil général, les concessionnaires de réseau et les branchements plans réhabilités. L'indice linéaire de fuite, donc qui est important aussi, donc c'est celui qui est calculé après les recherches de fuite par zone, donc qui est importé, enfin qui est mis aussi dans le tableau final. Donc voilà qu'on retrouve ici avec le niveau de pompage et le nombre du sous-réseau, qui ces deux champs-là proviennent directement des lits Aqua. Enfin, la dernière phase, c'est le coût estimatif, donc en fonction du diamètre et du linéaire FIAR, donc on est parti sur un seuil minimum de 100 mètres linéaires. Alors, donc le classement en fait a des priorités à la fin de notre pour hiérarchiser un peu le programme pluriannuel d'investissement. En fait, on s'est basé sur les 3 critères, l'indice linéaire de fuite, le niveau de pompage et le nombre de fuites répertoriées. C'est les 3 critères qui vont nous permettre en fait de hiérarchiser les opérations à venir. Alors, le tableau récapitulatif, on peut l'avoir sous une forme de tableau. Donc par commune, alors en gris c'est le linéaire total de réseau et en rouge c'est le pourcentage de tronçons fuyards qu'on a retrouvés sur les communes. Alors Chambéry, on peut voir qu'on a mis un 110 au-dessus, c'est la longueur de commune, la longueur de réseau, pardon. Parce que dans le tableau, on voulait pas le faire, on voulait le faire un petit peu par an, donc on n'avait pas monté les barres assez haut, donc on a préféré faire comme ça. Et puis on a une deuxième façon de présenter après aux décideurs, que ce soit aux responsables de service ou aux élus. Donc c'est une carte avec l'année selon les années, avec une analyse selon les années prévisionnelles de travaux. Donc nous on est reparti on a gardé les mêmes endroits, donc sur la même commune, et on se rend compte qu'en faisant une analyse selon l'année prévisionnelle, et bien effectivement on se retrouve avec la programmation, donc ça va de 2014 à 2020 sur cette commune-là, mais on verra par la suite qu'on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on a quand même des linéaires fuyards assez importants. Voilà, alors donc le résultat de cette analyse nous a fait ressortir qu'en fait on avait 42 km de canalisation fuyarde à rénover en priorité dans les 10 ans. 480 km de canalisation à risque, donc ceux qui sont inférieurs à 1975, maillot est douteux, à rénover pour une durée d'amortissement de 50 ans. Et sur ces 80 km de canalisation, on a 350 km qui sont à rénover sur les communes urbaines et périurbaines et qui ne feront pas l'objet de travaux en commun par rapport à la création de réseaux d'assainissement. Donc ce sera vraiment des travaux spécifiques. Pour un taux de renouvellement fixé à 1% du linéaire global, donc environ 9 km par an. Donc on se rend compte qu'il nous faudra 53 ans pour rénover ces 480 km de canalisation à risque, donc celles qui sont comprises avant 1975. Donc un petit peu pour la présentation de notre analyse. Bon,
On est passé un petit peu rapidement dessus parce que bon, c'est vrai que on n'a pas forcément le temps de dire, on a un petit peu compris le système. Hein. Et puis de toute façon, on reste toujours à l'écoute et puis aux questions qui ne manqueront pas de venir. Alors, on a des questions, mais effectivement, on les prendra à la fin de votre exposé. D'accord. Maintenant, on va peut-être vous faire voir un petit peu le fonctionnement d'Helix Aqua. Hein, sur quelques données. Donc Sophie va revenir à côté de moi. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on partage notre écran. Voilà, donc là, on va partager l'écran. Voilà, donc on va prendre une petite minute pour faire le partage d'écran. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, pour dire un petit peu ce qu'on va faire en démonstration, donc on va saisir une nouvelle anomalie sous Helix Aqua pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement. On va vous faire une analyse sur les diamètres des matériaux et année de pause. Hein, donc, ça va revenir un petit peu sur les PowerPoint qu'on a passés. L'analyse du nombre de fuites par tronçon. Et puis, on va essayer de vous faire voir un export d'Helix vers Excel. Et inversement, d'Excel vers Helix avec le module Helix Excel, en fait. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si tout le monde voit bien Helix à l'écran. Je partage mon écran. Et on croise les doigts. Je partage mes applications et mon bureau. Parfait. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Donc là, voilà, vous arrivez sur Helix, qui est là connecté en TSE, donc sur le serveur de production de Helix installé chez nous. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro et à parler plus fort, qu'on vous entende bien. Voilà, donc je le mets carrément sous mon menton, comme Parfait. ça on m'entend bien. Donc Helix, voilà, nous on a l'ensemble des réseaux là présentés tout à l'heure qui sont affichés. Donc on a une symbologie, hein, selon ce sont des réseaux de transport en rose, c'est ça? On va arrêter. Des réseaux de distribution en bleu clair, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, on va faire un petit zoom là pour les voir. Et puis après, on a toute la symbologie du réseau avec les accessoires de réseau, là vous voyez des vannes, etc. Et puis les photos d'incendie. Donc notre réseau, il est intégralement saisi là-dessus, sur la base de plans topo et de récollement que l'on a eu tout au long de l'histoire de... Depuis 1998, on a des récollements obligatoires maintenant pour chaque nouveau travail. Voilà. Donc, et avant, ça avait été numérisé sur la base des connaissances des agents de terrain. Voilà. Donc, quand on a des fuites sur le terrain, ils sont enregistrés donc, dans l'outil GMAO, comme Jean-Marc vous l'a dit. Et ensuite, on les saisit. Donc, pour l'instant, on les ressaisit. À terme, on aura un import automatique depuis GMAO vers Helix. Et donc, on va, nous, dans le menu d'Helix, positionner notre fuite. Donc là, je vais en faire une au hasard. Donc, on va faire dans le menu O, anomalie, saisir, mettre à jour. Donc, ça nous ouvre une petite fenêtre là de gestion des anomalies. Et pour saisir une nouvelle anomalie, c'est le premier bouton. Après, on peut modifier, supprimer, etc. Donc, je vais saisir une anomalie sur mon tronçon. Donc, voilà, là, il me dit sélection d'objet. Donc, en fait, en cliquant là, à la fois, il implante l'anomalie et il crée la relation avec le tronçon pour pas qu'on perde le lien avec l'objet du réseau qui est impacté. Donc, très bien. Que se passe-t-il? Intervenez si vous le souhaitez. Oui, je pense que c'est la configuration qui ne doit pas être réalisée au niveau de O. En fait, on n'est pas sur la session habituelle. En fait, donc il faudrait dans la configuration O et associer au moins les fuites sur les tronçons. Bon, alors on va dans la configuration, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Et du coup, c'est plus loin. Un peu plus bas, enfin voilà, il faut naviguer. Voilà, équipement, et du coup, on se met les tronçons. sur les E-tronçons. Et au moins cocher les fuites. Voilà. Bon, je mets ça. Voilà. Ah, mais on n'est pas en mode administration sur le... Donc, on ne peut pas appliquer du coup. Alors, on va changer de...
On change de session. En fait, on va se connecter sur une autre session qui n'est pas spécifique pour la présentation. On voulait faire les choses bien, finalement, ça capouille. Donc voilà, on vous met sur la vraie session de travail. Donc désolé si c'est pas aussi joli qu'à l'instant pour les représentations. Mais a priori, c'est pas trop vilain. Non, les principes sont restés mêmes. Pour les donc là, il démarre, il se connecte à la base de données. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de thèmes et de données dans notre base Helix de production, qui est commune Villaglo. On a fait le choix de ne pas fractionner les bases, de faire qu'une seule instance. Donc c'est pour ça que là, il y a un petit temps de chargement, bon, qui n'est pas trop long. Technique de réparation, donc soit on répare, soit on remplace, soit autre. Bon, en gros, on répare. Voilà, on peut remettre un commentaire à chaque fois, donc c'est quand même pratique. Et là, donc nous, on ne se sert pas de ça, mais on pourrait relier à des équipements. Donc, si j'ai bien compris le principe de cette fenêtre, mais je pense que peut-être Sébastien le présentera après ou Fabrice. Oui, tout à fait, c'est Sébastien. Fabrice fera une petite présentation à la fin de la présentation plus produit, où il montrera en fait l'intérêt de cet onglet. Voilà, donc nous, on ne le présente pas. Voilà. Alors, on valide. Et notre fuite, du coup, est... comment? Oui, c'est celle-là. Mais du coup, pour sortir de mon menu, voilà, je ferme la petite porte. C'est bien pratique. Et donc là, si je veux voir mon tronçon et qu'il a bien eu une fuite d'enregistré ou plusieurs, parce que du coup, je ne sais pas si il en aura au moins deux, parce qu'on en voit deux là. Donc, dans mes relations d'objets, je vois ici que j'ai 3 anomalies. Donc, j'ai eu 3 fuites sur ce tronçon. Donc là, il va ressortir rouge, hein, attention. Et donc, celle qu'on vient de saisir, c'est forcément celle qui a l'identifiant le plus élevé. Et donc là, on voit ce que je viens de renseigner, plus d'autres attributs qui se renseignent normalement en automatique. Donc là, il n'a pas dû trouver... le nom de la rue à proximité. Pourtant, il y a un tronçon. Oui, il rentre la commune, le code INSEE, il rentre également en bas, on voit ici le sous-réseau, donc c'est nos unités de distribution. Et tout ça, c'est des macros de recherche géographique inclus dans Helix, dans le noyau du produit, qui évite de faire des saisies manuelles inutiles puisqu'on peut les retrouver par automate. Voilà, donc du coup, une fois que toutes nos fuites sont saisies, on peut lancer le calcul multicritère, donc qui se fait par une succession de recherches du module de recherche. Donc on lance des analyses, des recherches. Alors est-ce qu'on fait voir le détail des recherches? En gros, niveau temps, si on est un petit peu pas très carré. Au niveau du timing, il nous reste encore plus d'une dizaine de minutes, donc... Du coup, là, on va lancer la... Alors, je vais peut-être m'éloigner pour avoir quand même un panel d'objets intéressants. Donc, ici, ça va aller. Je demande aux spécialistes si on est bien placé. Donc, en fait, la première recherche, elle consiste à isoler les tronçons qui sont inférieurs à 1975, plus... Donc, je me mets dans la vue courante pour ne pas lancer la recherche sur la base entière. Donc, on sélectionne nos dont les attributs, donc date de pose, sont strictement inférieurs. Ah, ici, on met 1975, fixé. Non, année. Année, voilà, fixé. Et le diamètre inférieur, ici, à 200 mm. Oups. Voilà. Je fixe. Et là, ça va lancer ma recherche. Donc, tout ça, on peut l'enregistrer. Mais là, on vous fait voir en live un petit peu. Donc là, on a 346 tronçons qui correspondent aux critères. Et si je veux les afficher déjà là pour les voir, ceux qui sont retenus. On vous entend très mal. Donc là, si on veut voir ceux qui sont retenus, c'est tous ceux qui sont coloriés en vert fluo. On peut aussi changer la couleur et mettre du rose parce qu'on aime bien. Voilà. Et derrière, on a ici des petits outils qui nous permettent tout de suite de faire une analyse
combiner sur la collection retenue. Donc là, on a 346 objets de base de données qui ont été sélectionnés par la recherche. Et je peux lancer tout de suite une analyse qui, là, va prendre, bien sûr, sur mes E-tronçons, puisque j'ai que ça. Et là, on prend le matériau. On analyse. Et là, on voit de l'acier et beaucoup de fonds de grise. Donc, il y a un objet en acier et 345 en fond de grise. Donc, bon, après, on peut sortir les petits histogrammes ou les secteurs. On les affiche et ça nous fait des petits panneaux jolis, là. Vous voyez? Bon, on aurait eu... Ouais. On est sur une zone où il n'y a que de la fond de grise. Donc, c'est sûr que si on avait étendu la recherche, on aurait eu peut-être un panel de matériaux un peu plus représentatif. Là, on a beaucoup de orange, quoi. Donc là, c'est bien, déjà ça. Après, on peut voir donc nos fuites sur le secteur. Donc je ferme là, je reprends ma collection. Donc sur ma sélection là, donc je relance une analyse, je ne peux pas le refaire d'ici. Non, par contre, je vais aller dans recherche, résultats de dernière recherche. Je relance ça. Voulez-vous enregistrer la dernière analyse? Non. Donc là, je reprends mes tronçons. Et ici, je donne le nombre de fuites. Qui est là. Donc là, on a des tronçons avec une fuite, 2 fuites ou 4 fuites. Donc c'est comme on vous l'avait présenté, plus tout le reste. Alors, je ne sais pas pourquoi... Ah oui, voilà, les valeurs non définies, c'est là où c'est vide, on n'a pas de tronçon. Donc, on voit ici notre échantillon d'objets. Donc, ça fait les histogrammes, voilà, ou camembert. Alors là, il faut aussi décocher. Non, voilà, comme ça. Et on voit bien sur la carte les tronçons qui ont été colorés selon le nombre de fuites. Donc, on va voir qu'ici, les jaunes, alors c'est peut-être pas la meilleure couleur, du coup, je peux changer. Si je veux mettre du rouge pour les fuites, pour les tronçons très fuyards, affiché, voilà, il devrait ressortir mieux. Donc là, ici, on voit cette rue-là, par exemple, qui va certainement ressortir dans le plan de renouvellement de cette année. Voilà, donc je ferme un petit peu cet exemple-là. Donc ensuite, quand on a isolé cette collection d'objets, on les envoie vers Excel. On compile un petit peu ces éléments patrimoine issus du SIG avec les paramètres extérieurs, donc que Jean-Marc vous a présenté tout à l'heure, qui sont les travaux, voilà. Les intérêts géographiques, les choses comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a isolé les objets avec une année de renouvellement théorique, enfin prévisionnel, on réimporte depuis un fichier Excel dans le SIG les informations. Donc là, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer, mais le principe, donc là j'ai ma collection d'objets, imaginons que ces objets-là soient tous prévus au renouvellement, on les envoie vers Elix Excel, que je n'ai pas là, il ne s'est pas mis en route. Il n'y avait peut-être pas d'Excel sur la... Ah, sur cette machine. Sur le serveur, si, parce qu'on est en TSE, là, on n'a pas de chance parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, le Helix Excel. Je ne vois même pas le menu, en fait. Oui, il n'a pas dû trouver Excel au chargement. Bon, alors là, juste, j'annule ma modification en base de données parce que je ne vais pas saisir une fausse fuite dans la base. Hein. Donc voilà, je dis que je ne veux pas enregistrer ma fuite de tout à l'heure. Et donc, si on revient sur la rue, c'était là. Hop, elle a disparu. Vous voyez, elle n'y est plus. Ça permet, si on se trompe, hein, de revenir en arrière. Bon, malgré tout, je ne peux pas vous montrer ce que je voulais. En fait, bon, le principe, c'est qu'avec Helix Excel, qui du coup sera peut-être montré derrière par l'équipe de One Special, je ne sais pas. Donc là, sur nos tronçons, on voit ici à la fin, quelque part, l'année de... Non, elle n'est pas tout en bas. L'année de renouvellement prévue. Oui, on est sur un tronçon. Non, on est sur un E-tronçon.
Pardon, autant pour moi, voilà, je suis sur mes attributs de tronçon, on va y arriver. Et donc là, on a l'année prévisionnelle là, en bleu foncé, que l'on peut renseigner. Alors là, pas tout de suite comme ça. Donc soit je le fais un par un des tronçons, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Soit je fais en masse dans Excel l'ensemble de mes tronçons et je réinjecte en base de données via l'outil Elix Excel, qui est vraiment pour nous un gain de temps phénoménal. Ah, considérable. Alors, je pense que c'est pareil là, parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, bon, apparemment l'équipe de OneSpatial va présenter Elix Excel pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Ça fonctionne très bien. Oui, je confirme, quand on vous fera une petite démonstration rapide d'Elix Excel, le principe et vous montrer un petit peu les fonctionnalités de cet outil. Voilà, bon. Donc nous, une fois qu'on a réinjecté en base de données nos années prévisionnelles de renouvellement, on sort des cartes à destination des décideurs et des élus, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tel qu'une belle carte pour nos élus, pour acter les renouvellements. Voilà, il est bien exposé par rapport à ça. Voilà. Donc, bien sûr, on est à votre écoute pour les questions à l'issue de la présentation de OneSpatial. Et du coup, on espère que ça a bien éclairé notre mode de faire. Voilà. Merci. On va effectivement reprendre la parole de ce côté pour donc une présentation plus détaillée par OneSpatial de l'outil Elix Aqua. Donc je vous invite à arrêter le partage de votre écran. Parfait. Et nous passons à la présentation, à la dernière présentation. Bien, bonjour à tous, pardon. Je vous propose en fait de rebalayer les fonctionnalités d'Elix Excel, Elix Aqua, pardon, autant pour moi, Elix Excel m'a perturbé. En particulier en essayant d'illustrer en fait les fonctionnalités qui s'inscrivent dans le cadre du renouvellement, que ce soit pour enrichir la base de données, pour avoir un renouvellement optimum, mais aussi on verra les nouveautés, ce qu'on souhaite proposer à terme dans Elix Aqua, en termes de renouvellement plus avancé. D'accord. Enfin, nous aborderons, je dirais, les fonctionnalités un peu plus éloignées du renouvellement en tant que tel, mais qui sont quand même cependant importants dans l'exploitation au quotidien du SIG. Pardon. Voilà. Donc, un petit rappel sur l'approche du renouvellement à Chambéry Métropole. Donc, comme l'équipe de Chambéry vous l'a présenté, on se focalise d'abord à Chambéry sur les cases sur canalisation et les indices linéaires de fuite. Cette analyse se fait en association avec les données sur ouvrage, comme les dates de pose, les matériaux. Et ce que l'on peut voir, c'est que on utilise plusieurs outils aussi pour pouvoir traiter en fait le renouvellement. Le SIG, on vient de le voir, bien sûr, qui est le cœur je dirais, de la donnée utilisée pour le renouvellement, mais aussi le tableur. Il y a beaucoup d'opérations qui se font sous Excel, et la saisie initiale des fuites qui se fait sous l'outil de GMAO côté Chambéry Métropole. Toutes ces manipulations, tous ces travaux se font bien entendu avec un arbitrage métier. Hein. On a abordé en fait l'aspect fonte grise, par exemple. Donc voilà, il y a en fait une composante métier qui est importante au-delà de la simple donnée SIG. On vient de le voir, les cases sont très importantes. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Je pense que les cases, les fuites sont importantes pour deux raisons. Bien entendu, parce qu'elles permettent de cartographier les différentes fuites, mais aussi justement parce qu'elles permettent d'établir le modèle de vieillissement correspondant, je dirais, à la localisation de Chambéry, au réseau de Chambéry. En effet, justement, le fait qu'on arrive à déduire qu'il y a plus de cases sur la fonte grise qu'ailleurs, s'obtient aussi par analyse des fuites. Donc, comme on peut le voir, en fait, les fuites sont vraiment
je dirais, le fil conducteur du renouvellement, dans un premier temps. Donc je vais vous proposer en fait de reparcourir en fait les différents modules d'Helix Aqua qui permettent justement d'enrichir au mieux la base de données SIG en termes de saisie de fuite. Ces outils vont compléter un petit peu la présentation de Chambéry Métropole, et puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Autant pour moi. Pas de panique, le PowerPoint a sauté, donc je vais le remettre. Voilà. Il y a des petits soucis techniques, voilà. Oui, voilà, on s'y retrouve. Voilà, on s'y retrouve. Effectivement, il y a une petite barre qui vient nous embêter pour faire défiler les diapositives. Voilà. Donc, comme Sophie Laboisse nous l'a présenté tout à l'heure, nous disposons d'un outil de saisie d'anomalies autour d'Helix Aqua. Donc, à Chambéry Métropole, pour des raisons d'exploitation, les anomalies sont initialement saisies sous l'outil de GMAO, mais on peut proposer en fait à d'autres collectivités, d'autres gestionnaires de réseau, de saisir directement en fait les anomalies dans le SIG sans passer par l'étape GMAO. Ce que l'on a vu aussi, c'est que justement, cette saisie dans GMAO était reprise manuellement pour l'instant dans la base de données SIG via cet outil. Je pense qu'à terme, on arrivera à un import en masse en fait des outils saisis dans GMAO directement dans le SIG. D'accord ? Donc on peut voir, Helix Aqua de ce point de vue-là est un outil adapté en fait à la stratégie de Chambéry Métropole, puisqu'il permet en fait l'intégration de fuites via des éléments tiers, via des outils tiers. Donc, ce que l'on a vu aussi jusqu'à présent, c'est que donc Chambéry Métropole avait pris parti d'utiliser le tableur pour réaliser différentes requêtes d'analyse fine. Donc, on vous le représentera peut-être tout à l'heure que Helix Aqua permet via le module Helix Excel d'exporter les données. On a bien entendu un outil de cartographie et d'analyse multicritères sur canalisation, donc Sophie Laboisse vous l'a parfaitement illustré, hein, avec des graphiques, avec des cartes à destination des décideurs. Donc ça, c'était le point que je voulais remettre en avant. Hop. Voilà. Donc là, je vous ai reprécisé, en fait, remontré les captures d'écran de l'outil. Donc, Helix Excel, que mon collègue Fabrice Mauger vous présentera tout à l'heure, et une cartographie thématique, en fait, là, je crois que c'est sur les matériaux, je vois pas très bien de loin, qui justement illustre, en fait, cet outil de communication auprès des décideurs. Alors, on les a déjà un petit peu abordés. Les axes d'amélioration du processus d'analyse de renouvellement à Chambéry Métropole, quels sont-ils? Donc, l'intégration des données de GMAO en base SIG, certes, mais on l'a vu aussi, l'export est actuellement relativement manuel. Et on souhaiterait en fait travailler de manière plus rapprochée avec Chambéry Métropole pour élaborer en fait un export spécifique, qui s'intègre mieux dans leur process, dans le process de Chambéry Métropole. Le calcul des indices de fuite est directement, pour l'instant, réalisé dans Excel. On souhaiterait aussi le ramener plutôt dans le SIG. Les thématiques, de la même manière, sont des thématiques utilisées, générées à partir du standard. Ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est peut-être automatiser au maximum pour alléger la part de saisie manuelle ou les variations de l'utilisateur. On aimerait en fait stocker en fait ces différentes thématiques directement au niveau du SIG. Et bien sûr, on a parlé tout à l'heure d'intégration de données tierces. Les UDI, ça peut être aussi les données sur les autres travaux programmés. C'est aussi une piste qu'il faut aborder, je pense, avec Chambéry Métropole. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc là, on a vu vraiment le process Chambéry Métropole. Moi, j'aimerais vous montrer que l'on peut travailler peut-être un petit peu différemment et peut-être un peu plus loin avec des outils qui seront plus proches d'Helix Aqua.
Donc l'outil de casse et de fuite, on vient de le voir, hein, donc l'outil intégré qui se substituerait entièrement à la GMAO. Donc là, on retrouve en fait les étapes qu'a illustré l'équipe de Chambéry Métropole, où on saisit en fait une anomalie, on passe à l'état réparé, et ensuite on a je dirais une fuite à l'état réparé, donc localisée sur le réseau. Là, j'irais justement un petit peu plus loin que l'a présenté Sophie Laboisse, qui ont déjà 2 ou 3 étapes de la saisie d'une fuite, qui montrent en fait que l'on peut travailler au niveau d'Elixaqua, je dirais en fuite détectée, fuite réparée, et ensuite thématique. Et non pas une saisie a posteriori simple comme elle est réalisée actuellement, je pense, mais vraiment dans une intégration dans le process en fait de réparation. Justement, alors là, je vais un petit peu plus loin aussi au niveau des fuites. On a vu qu'actuellement, au niveau de Chambéry Métropole, on saisit les fuites a posteriori. On peut aussi, dans la démarche d'améliorer la connaissance du réseau, utiliser un outil d'assistance à la recherche systématique de fuite, qui utilise en fait une thématique sur les zones d'écoute de différents capteurs acoustiques dans le cadre de recherche systématique. C'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre de l'amélioration de la recherche de fuite. Donc là, on a par exemple une capture d'écran qui nous propose la pose de 3 capteurs et qui nous illustre en fait les zones d'écoute et qui peuvent nous permettre justement d'aller un petit peu plus loin dans la démarche de saisie de fuite dans le SIG. D'autres outils qui vont justement dans le sens d'amélioration de la qualité des données. Donc, on a parlé des fuites, on a aussi parlé des matériaux, des années de pause, etc. Au niveau des canalisations. Elixaqua dispose en fait d'un outil de remontée de données réseau. Par exemple, après une casse, on peut en profiter pour saisir d'autres données que la casse en tant que telle, qui sont par exemple le matériau, ou la nature du remblai, ou le diamètre, dans le cas où ces données étaient inconnues dans le SIG ou mal renseignées. Cet outil, en fait, permet d'enrichir le patrimoine intégré dans le SIG. C'est un outil qui est à destination des fontainiers et qui est aussi disponible en embarqué. Au niveau de la démonstration de Chambéry Métropole, nous sommes restés au niveau d'une saisie serveur. Il faut savoir, bien entendu, que Elixaqua dispose d'un mode embarqué qui permet en fait de renseigner et d'enrichir la base de données directement en mode embarqué. Donc voilà la capture d'écran en fait de cet outil qui permet, alors Fabrice Mouget qui est à côté de moi fera la démonstration un peu plus tard dans la matinée de cet outil, qui permet en parallèle de la saisie de fuite de saisir en fait des informations complémentaires sur les canalisations. Là, nous avons illustré en fait les outils à destination des agents de terrain, des fontainiers. Pour aller un petit peu plus loin encore dans le renouvellement, l'équipe R&D d'Elixaqua propose en fait de travailler avec les gestionnaires de réseau sur un outil d'analyse du vieillissement des canalisations, afin justement de s'affranchir des étapes manuelles d'analyse via par exemple tableur ou autre. Donc ces outils permettent de mettre en forme des statistiques de manière relativement automatique et de pouvoir par exemple voir immédiatement que le matériau critique, par exemple à Chambéry Métropole, c'est la fonte grise. Bien sûr, ces résultats seraient à corriger avec des connaissances métiers, mais on travaille actuellement avec Fabrice Mouget sur cet aspect. Après l'établissement du modèle de vieillissement, on peut envisager la notation du réseau. Là aussi, au niveau de la démonstration de Chambéry Métropole,
on a illustré en fait que la notation se réalisait par juxtaposition finalement de cartes sur les matériaux, sur les canalisations, sur le nombre de fuites. Et nous, on proposerait en fait un outil de fusion de ces critères avec pondération et une forme de notation finalement de ces différents critères. Bien entendu, ces critères seraient ajustés en fonction de la stratégie de renouvellement, en particulier si au niveau de l'exploitant on sait que la connaissance du matériau n'est pas assurée, eh bien on peut peut-être comment dire, affecter un poids plus fort, par exemple à la présence de fuite. Ou inversement, si l'historique de fuite est peu riche, en fait, si les fuites ne sont pas saisies dans le SIG, on peut envisager de travailler sur un renouvellement exclusivement par date de pause ou par matériaux, par exemple. Donc ça, c'est l'outil existe, et il est à paramétrer en fait avec le gestionnaire de réseau. Donc voilà, par exemple, une capture d'écran de cet outil, en fait, qui permet de calculer les notes avec un exemple de formule pour les données de Chambéry Métropole. Alors au-delà de ça, on a parlé de l'XXL. Maintenant, nous, on préférerait en fait aller plus loin en termes de saisie des années de renouvellement et proposer un outil métier qui permette justement d'affecter les années de renouvellement directement dans le SIG via, par exemple, une IHM dédiée. Donc, on pose en fait ce type d'IHM qui permet, comme vous pouvez le voir au niveau de la fenêtre présentée, d'affecter en fait une année de renouvellement à des canalisations sélectionnées. Je vous propose de dresser un petit bilan du renouvellement avec Elixaqua. Donc, comme on a pu le voir, on a un outil qui a destination et des agents de réseau pour la saisie des cases, des fuites, mais aussi de la remontée d'informations, mais aussi un outil qui est dédié aux experts métiers pour les arbitrages sur le renouvellement. Cet outil est adaptable aux stratégies locales de renouvellement, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des outils tiers. On peut peut-être assurer des flux, par exemple, de fuite venant des GMAO, ou conserver en fait un outil relativement autonome où toute la saisie se réalise dans le SIG. Et cet outil, justement, permet de construire des modèles de vieillissement et propose des thématiques de renouvellement. Donc là, on s'est focalisé finalement sur les outils d'Elixaqua axés renouvellement, saisie et thématique. Maintenant, il faut savoir qu'Elixaqua va beaucoup plus loin. Il intègre d'autres fonctionnalités de réseau complémentaires. Par exemple, un outil de gestion des interventions. Au-delà, je dirais, de la simple saisie de fuite, on peut aussi en programmer et de réaliser des programmes d'intervention sur le terrain via Elixaqua. Donc, comme vous voyez avec les captures d'écran, où on peut créer des interventions et reporter en fait des anomalies, différents éléments sur par exemple, là c'est sur les vannes. D'accord ? On dispose aussi d'un outil d'enregistrement de coupure d'eau, par exemple, avec génération de bief et enregistrement des paramètres de la coupure d'eau. Donc là, comme vous voyez sur la capture d'écran, on a isolé le bief, récupéré les différentes vannes qui permettent de fermer ce bief. On enregistre les paramètres de l'eau et on obtient les rapports de coupure d'eau. Gestion de prise d'incendie, pareil. On dispose aussi d'outils pour assurer la remontée d'informations de tests au niveau des prises d'incendie. Comme vous pouvez le voir, au niveau d'essais, de différents essais au niveau des prises d'incendie. Enfin, pour tout gestionnaire SIG, tout gestionnaire de réseau a besoin de modéliser en fait son réseau. Elixaqua dispose d'outils de modélisation hydraulique et puis d'outils, je dirais, à destination des dessinateurs pour l'assistance à la saisie de réseau. Comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la main à Fabrice Mauger, qui va essayer de compléter en fait la démonstration de Chambéry Métropole
On va peut-être pas tout reprendre parce que je pense que Sophie Laboisse a fait déjà par exemple une démonstration très intéressante et très précise de la saisie de fuite, d'anomalie. Mais on va peut-être s'axer sur deux, trois fonctionnalités, la saisie d'observation, et puis les fonctionnalités plus proches du renouvellement expert qu'on avait envisagé, donc le calcul de notes et l'affectation de la ligne de renouvellement. Donc on va faire une petite démonstration rapide juste pour compléter en fait certains points comme la remontée d'observation et l'XXL qui n'ont pas pu être montrés au cours de la démonstration de Chambéry Métropole, et puis essayer de lancer un calcul de notes sur le renouvellement et une affectation d'années de renouvellement également. Donc on va reprendre donc ici par rapport à Chambéry, ce qui n'apparaissait pas, c'est qu'on a toute une série de toolbars également, donc pour avoir des accès un peu plus rapides. Donc on va prendre sur une zone, on va aller par ici par exemple, et on va pouvoir reprendre une saisie d'anomalie. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve la même barre de boutons. On va saisir une anomalie rapidement. Donc on va reprendre juste les caractéristiques. Ça, au niveau de Chambéry Métropole, ils ont pu vous le montrer. Noter quelques informations. Donc là, on a également l'onglet d'intervention. Et c'est surtout ce dernier onglet, l'onglet équipement, qui n'a pas pu être montré tout à l'heure. Donc en fait, sur cet onglet, ce que l'on peut voir, c'est toute une série de caractéristiques sur le tronçon qu'on a sélectionné qui va porter l'anomalie. La deuxième colonne présente les valeurs qui sont stockées au niveau de la base actuellement. Et la troisième colonne, donc en fait cette boîte est surtout intéressante au niveau du terrain, puisque c'est au moment où on va réparer l'anomalie qu'on va pouvoir constater certaines caractéristiques, comme par exemple le diamètre ou le matériau. Et cette dernière colonne va nous permettre de corriger ou de remonter des informations par rapport à ce qu'on a constaté vraiment sur le terrain et si c'est différent de ce qui a pu être stocké au niveau du SIG. Donc là, on peut noter des informations. Et au moment où on va valider, donc les caractéristiques vont être conservées. On va pouvoir les rapatrier au niveau du serveur, bien qu'on peut le faire également directement sur le serveur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas impacter directement l'ouvrage. L'ouvrage va continuer à apporter ces informations, les informations qui sont stockées en deuxième colonne. Mais par contre, les valeurs de la troisième colonne vont être remontées et pourront être analysées, puis validées par la personne qui sera habilitée à le faire. Donc au niveau de ces remontées-là, on a trois caractéristiques possibles. Donc soit la valeur qui est remontée, on lui fait toujours confiance, donc elle va être rapatriée directement sur l'ouvrage au moment où on va ramener sur le serveur. Soit on met à jour la valeur sur l'ouvrage dans la base si elle n'était pas renseignée, ou alors on demande systématiquement une validation pour mettre à jour la valeur de l'ouvrage. Donc là, on va pouvoir valider. On va fermer. Donc ici, on a vu qu'on avait remonté, donc on avait saisi une fuite et on a profité de la saisie d'une fuite pour indiquer des informations au niveau des caractéristiques de l'ouvrage qui n'étaient pas correctement renseignées dans la base. On peut également le faire ponctuellement, c'est-à-dire en dehors d'une intervention ou d'une anomalie. Donc on peut le faire ici avec le bouton qui était là. Et on retrouve le même principe. Donc en fait, là, ça correspond au troisième onglet qu'on avait sur la fiche au niveau de la saisie d'anomalie. Donc même chose, cette boîte, elle est surtout intéressante au niveau du terrain, ou alors au niveau du serveur, si la personne n'est pas habilitée à modifier directement les caractéristiques de l'ouvrage. Donc ici, c'est le même principe, on a les attributs, les caractéristiques de la base, et la troisième colonne, les valeurs qu'on voudrait pouvoir modifier. Donc, une fois que cette remontée a été faite, on a la possibilité de rechercher les observations. Et ici, donc, en fonction de différents critères, là j'ai pris uniquement le critère date, on retrouve différents ouvrages pour lesquels on a remonté de l'information. Et on retrouve aujourd'hui celui qu'on vient de saisir. Donc là, on voit qu'on a sur ce tronçon, au niveau du module O, c'était au niveau de la saisie d'anomalie O, il est non traité à la date, et on a deux observations qui ont été remontées. Et au niveau de cette boîte, on va pouvoir donc indiquer si
Donc là, on retrouve un peu le même principe. On a les caractéristiques qui ont été modifiées, les valeurs qui sont conservées, qui sont stockées dans la base, celles qui ont été constatées sur le terrain. Et ici, c'est les valeurs qu'on va accepter ou non. Donc après, le but, c'est de pouvoir dire si on accepte ou non les valeurs. Donc là, c'est la personne qui sera habilitée à le faire, de pouvoir indiquer si on met à jour les caractéristiques de l'ouvrage ou non. Caractéristiques qui vont pouvoir être mises à jour soit globalement, soit une par une et avec des vérifications pour pouvoir revenir dessus. Et on voit qu'ici, donc on avait 2 observations, j'en ai accepté une, donc il en reste une à valider, et on est passé à l'état en cours. Donc après, il y a un suivi de l'état par rapport aux remontées d'observation. Donc ceci, c'était pour compléter au niveau de du 3e onglet, de la saisie d'anomalies qui avait été montrée par Chambéry. Donc ce qu'on va pouvoir voir maintenant, on va aller sur une zone pour lancer un calcul. Je vais revenir sur LXXL ensuite, parce qu'on va profiter d'LXXL pour pouvoir mettre à jour, par exemple, l'année de renouvellement. Donc mon collègue Sébastien Giclet vous a présenté tout à l'heure également au niveau des PowerPoint des choses sur lesquelles on travaillait actuellement pour le renouvellement, notamment le calcul de notes. Donc là, vous retrouvez la boîte que vous avez pu voir sur le PowerPoint. Donc, en fait, pour le calcul de notes, on va pouvoir se baser sur différents critères qui sont aujourd'hui pour nous le matériau, l'année de pose, le diamètre, l'implantation et la fréquence de casse. Donc ces critères, on peut les faire varier. Nous, au niveau de la zone de la base qu'on a ici, de l'échantillon, on a privilégié le matériau et la fréquence de casse. Donc on a plusieurs possibilités, soit lancer le calcul sur une surface, donc là par exemple ça pourrait être une commune, soit par une construction, donc là ça sera une zone qu'on va construire au niveau de la vue, soit sur une sélection restreinte d'objets, donc sélection qu'on va pouvoir faire directement dans la carte ici, ou alors sur une collection qu'on aura pu créer suite à une recherche à une étape d'avant. Donc là on va le lancer sur une commune, donc on va pouvoir sélectionner la commune. Donc là, il y a un petit temps qui se passe. On récupère donc toutes les conduites qui sont strictement incluses. Donc on peut prendre strictement incluses ou incluses touchées dans la commune. On récupère le mètre linéaire des conduites qu'on a pu récupérer. Et on peut lancer un calcul. Donc le calcul va se baser sur une formule qui est... on a une formule standard aujourd'hui et qu'on peut adapter en fonction des besoins. Donc on laisse terminer. Voilà. Donc là, il a calculé en fait pour toutes les conduites de la commune qu'on a sélectionnées une note. Donc cette note, on va pouvoir l'afficher. Par exemple, ici, on va prendre une thématique et j'en ai préparé une pour la note de renouvellement et on va l'exécuter. Donc là, on a différentes couleurs. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris le calcul, enfin l'affichage a été fait uniquement pour la vue. Donc on peut le faire après par zone, comme ça a pu être démontré tout à l'heure par Chambéry. On pouvait travailler sur une commune ou sur différentes zones. Et donc là, on peut voir différentes couleurs. On va afficher une légende standard pour l'instant. Donc voilà, donc ici, on a les couleurs qui sont affichées avec... là, les notes qui ont été calculées sur chaque conduite, et on voit que par exemple, donc en violet, c'est des notes qui sont entre 3, 5 et 4, donc les notes qui sont calculées vont entre 0 et 4, donc entre 3, 5 et 4, donc là on a 2 fuites sur cette conduite, le matériau doit être fond grise si je me souviens bien, et puis après donc les intervalles sur rouge 2, 5, 3, 5, 1, 5, 2, 5 sur les couleurs un peu plus orange pastel. Donc une fois qu'on a fait cette étape, je vais retirer, visualiser, voilà. Donc là on a calculé une note sur les conduites par rapport à une certaine formule. On va pouvoir ensuite, grâce à cet affichage et à ces notes, pouvoir passer, donc là, au renouvellement, on va pouvoir affecter une année. Donc on retrouve un peu le même principe au niveau de la boîte, les mêmes caractéristiques, sauf que là on va travailler plutôt par construction et on va prendre par exemple les conduites qui sont dans la construction
on va prendre celles qui sont strictement incluses et on va pouvoir leur affecter ici une année. Voilà, donc on a pris les conduites qui étaient strictement incluses et on leur a affecté l'année 2015 pour un renouvellement. Donc ça, c'est une première méthode pour le faire. Et la deuxième méthode, ça va être de le proposer par ElixExcel. Donc j'ai préparé une collection tout à l'heure sur ces conduites. Et donc on va pouvoir lancer ElixExcel ici. Donc on lance une activation pour mettre à jour. Ici, donc là, ça présente les différentes collections. Je me suis préparé une collection de tronçons. Donc ce qu'on envoie du côté d'Excel, c'est toutes les caractéristiques par rapport au tronçon de la collection. Et si on va plus loin, on retrouve donc là les notes qui ont été calculées lors de l'étape précédente. Et là, on voit certaines années qui sont déjà affectées au niveau des ouvrages. Donc là, on va pouvoir compléter. Si je récupère ici les années qui sont vides, par exemple. Alors, on a un problème au niveau du visuel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'Excel en partage d'écran. Je suis navrée. Alors, attendez. J'ai moyen de rebasculer sur... Vous pouvez rebasculer. Alors, quand vous êtes sur le logiciel Elixaqua, on a un partage qui se fait bien, mais en passant sur Excel, on a un écran bleu. Je pense que c'est le... Oui. Comment je peux... parce que j'ai pas dû l'associer au... Ça apparaissait pas dans la liste au début. Quand on a pu sélectionner les applications. D'accord. Alors, vous pouvez en fait arrêter le partage et repartager. D'accord. On va tester, mais je crains que ça ne fonctionne pas. Arrêtez le partage, voilà. On va repartager et on va mettre Excel. Oui. Là. Est-ce que c'est mieux? Bon, ça fonctionne. Voilà. Donc je vais fermer et on va recommencer. Ah oui, mais si tu fermes par contre le partage. Non, je vais juste fermer parce que là Excel il a dû le mémoriser quand même. Pas sûr. Alors on va relancer, on va voir. Donc là j'étais passé par le menu ElixExcel, donc j'ai la collection. Ça je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Oui. Ça passe. Ça passe. Donc Excel s'ouvre avec les caractéristiques de tous les tronçons qui faisaient partie de ma collection. Donc là, on voit toutes les caractéristiques des tronçons et à la fin, on a deux colonnes. Une colonne note de renouvellement qui a été calculée à l'étape précédente. Et puis ici, la colonne année de renouvellement où on a certaines années qui sont affectées. Là, on va mettre simplement celles qui sont non renseignées. Et le but ici, c'est en fonction des notes, des caractéristiques qu'on a pu retrouver ici. Donc caractéristiques qu'il faudrait certainement compléter avec d'autres dont on ne dispose pas aujourd'hui dans la base. Mais le but après, c'est de pouvoir ici donc indiquer des années. Donc si on met par exemple ici 2017. Donc après, une fois qu'on est dans Excel, on dispose bien sûr de tout ce qui est mis à disposition d'Excel. Hein. Donc on va pouvoir indiquer ici. Celui-là n'était pas noté, mais on va le mettre comme ça. Donc on peut affecter des années, et une fois qu'on est ici, on fait des sélections. Donc les sélections, ça peut être soit sur un ensemble de colonnes, soit sur des lignes. Là, on va prendre une sélection des données qui sont renseignées, et on a un petit bouton qui nous permet de renvoyer les informations vers ElixAqua. Et du coup, toutes ces années sont affectées aux tronçons qui sont sélectionnés ici. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, je vais juste indiquer ici une année quelconque sur l'ensemble des informations pour pouvoir relancer l'export et pour que vous puissiez voir que tous les tronçons qui faisaient partie de la collection ont été traités, sauf un. On va le mettre en plus ici. Voilà. Ici, on envoie. Ok, donc là je vais refermer Excel et je vais juste relancer l'export, cette fois-ci en consultation. Et donc si on va à la fin, donc là ici, toutes les années sont affectées sur l'ensemble des tronçons. Donc l'outil ElixExcel permet en fait de mettre à jour
des caractéristiques. Donc là, on a mis l'année de renouvellement, mais bien sûr, on pourrait mettre à jour l'ensemble des caractéristiques des tronçons, de les mettre à jour d'une manière, d'une façon en masse, sur un ensemble complet et de pouvoir le faire plus rapidement. Donc voilà, là c'était donc une petite présentation rapide pour des compléments au niveau de la démonstration de Chambéry qui était déjà bien complète, et puis de juste montrer les deux outils sur lesquels on travaille actuellement pour essayer d'améliorer au niveau du renouvellement sur l'affectation d'années et le calcul de notes avec des caractéristiques. Merci pour cette démonstration. On va passer donc au temps d'échange. On va prendre vos questions. Certaines nous sont déjà je vous propose une petite réorganisation de la salle pour qu'on puisse y voir plus clair. Et puis je vais agrandir les webcams pour qu'on se voit mieux à l'écran, parce que c'est vrai qu'à 6, ça devient vite peu lisible. Voilà, donc on va prendre, je vous propose peut-être de prendre d'abord les questions qui sont adressées à Chambéry Métropole, puis sur leur organisation, leur manière de fonctionner, et puis ensuite les questions qui sont sur le logiciel en tant que tel. Alors, je vous propose une première question donc, de la part de Muriel Rasselon-Debre, qui est ingénieure gestion des services eau potable assainissement au Conseil général des Pyrénées-Orientales. Je vous relais sa question. Combien de techniciens SIG dédiés à l'eau potable et à l'assainissement donc, travaillent à Chambéry Métropole? Deux techniciens au SIG qui sont dédiés à l'eau et à l'assainissement. On fait les deux, on n'est que deux. Vous n'êtes que deux. Après, c'est pour la saisie des réseaux, les mises à jour, l'exploitation des données eau assainissement, donc les éditions de cartes, les thématiques, etc. Après, nous, à l'équipe SIG, on est 4 agents. On est rattachés à la DSI et on prépare, comme je disais tout à l'heure, le modèle de données, on implémente les modules pour les géomaticiens du service des eaux. Voilà, mais sinon, en saisie, mise à jour et exploitation des données eau assainissement, ils sont 2 géomaticiens à temps plein. Merci pour votre réponse. Alors, on a maintenant des questions directement... Ah non, pardon. J'ai un petit peu de mal à voir toutes les questions à l'écran. Je vais peut-être agrandir à nouveau l'espace questions. Alors là, peut-être une question qui s'adresse à la fois à Chambéry Métropole et à One Spatial. Les réseaux, une question de Stéphane Bernon, pardon. Par contre, il ne figurait pas dans la liste des inscrits, donc je ne peux pas vous indiquer sa collectivité. Les réseaux figurant dans le SIG sont-ils géoréférencés? Qui souhaite répondre? Alors, ils sont géoréférencés, effectivement, donc ils sont à RGF 93 et C45. Bon, par contre, on a toujours en cas de catégorie C pour les connaisseurs un petit peu, parce que bon, comme on travaille avec la base du cadastre, c'est vrai qu'effectivement, on pourrait passer en classe B, mais pour l'instant, le choix est encore pas définitif, donc on peut dire qu'on a du B+, quoi. Pas du C+, pardon. Donc par contre, on est complètement géoréférencé. D'accord. Et il y avait une question qui avait été posée en amont de la webconférence qui rejoint un petit peu ce point-là par Pierre Savinel, directeur du syndicat des eaux de la Vaune. La ville de Chambéry fait-elle réaliser des relevés GPS des réseaux posés? Pouvez-vous nous montrer la procédure d'intégration au SIG? Alors, Chambéry Métropole, effectivement, nous, à chaque niveau, enfin, le service des eaux et des autres services, on a un cahier des charges pour les plans topos et les plans de récollement. Donc, pour le service des eaux, effectivement, tous les nouveaux travaux, il y a une obligation de nous fournir un plan géoréférencé, XYZ, avec le cahier des charges. Et après, bon, ces plans-là sont directement soumis alors en lien multimédia sous le SIG dans un premier temps. Et après, nous, on remet un petit peu tout ce qu'il y a réseau
et équipements à jour dans le SIG. Par contre, vous me montrez comme ça, je pense que c'est un petit peu compliqué. Ça serait peut-être mieux qu'ils prennent contact avec nous pour qu'on nous dise exactement un petit peu la façon dont on le fait. Parce que sans support, sans rien comme ça, c'est peut-être un peu compliqué pour lui faire voir, quoi. Très bien. Écoutez, je note de lui donner votre contact pour lui préciser la procédure d'intégration. Voilà, tout à fait. Merci. Et puis peut-être si d'autres personnes sont intéressées, n'hésitez pas à me le signaler. Je ferai un mail groupé à Monsieur Michel. Je ne me trompe pas, c'est bien Monsieur Michel. On est tous au même endroit, de toute façon. Oui, effectivement, à la fin, Carole Thomas me précise effectivement que vos coordonnées sont aussi en fin des supports de présentation, donc ils peuvent aussi vous contacter peut-être directement si besoin. D'accord. On va passer à des questions sur l'outil Elixaqua. Oui. Donc, en fait, pour commencer, une question sur le prix du logiciel. C'est une question de Muriel Rassolon-Debre. Combien coûte le logiciel à Elixaqua et combien si on rajoute d'autres métiers comme la voirie ou les travaux, donc toutes les options possibles? Écoutez, sur le prix du logiciel, je ne pense pas que ce soit le lieu pour parler effectivement du coût de licence. Hein. J'en suis désolé puisqu'il y a différents modules, il y a différentes configurations. Donc il est difficile dans le cadre d'un séminaire comme celui-ci de parler des prix. Par contre, vous pouvez revenir vers OneSpecial, on vous répondra donc directement. Alors c'est une question effectivement, peut-être qui est hors contexte de cette webconférence, mais c'est vrai que les agents ont besoin d'éléments concrets. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une fourchette? Oui, bien sûr, je peux donner une fourchette. On se situe pour un poste de travail aux alentours entre 2500 et 3000 euros. D'accord, très bien, merci. Merci pour cette réponse. Une question à présent de Audrey Duforest de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique. Donc elle est technicienne eau et sigiste. L'outil Elixaqua est-il utilisé par des entreprises qui sont des délégataires de services publics? Si oui, comment est construit le cahier des charges dans les contrats de DSP? Alors oui, donc Elix est utilisé par des entreprises. Hein. On en a cité une très importante tout à l'heure qui est la Lyonnaise des Eaux. Et puis également d'autres entreprises qui ont ces missions de délégation de services publics pour l'eau et l'assainissement. Et la deuxième partie de la question, si vous pouvez la préciser. Comment est construit le cahier des charges dans ces cas-là? Je pense que c'est le lien par rapport à la collectivité. Voilà, comment ça s'articule, comment c'est présenté. Nous, on est en régie à Chambéry Métropole, donc c'est vrai qu'on est complètement autonome. Lorsqu'on travaille avec un délégataire de service public, souvent les données sont échangées donc, entre la collectivité locale, enfin le PCI, et le délégataire pour être sûr d'avoir et un référentiel et les réseaux qui sont de manière à même niveau en fait entre les deux sites. C'est le délégataire qui a l'outil. Donc, soit on peut exiger un outil, mais bon, quand c'est la Lyonnaise des Eaux, autant vous dire qu'ils ont leur outil et ils l'utilisent. Et vous pouvez consulter souvent en site à distance les données du prestataire. Je pense que ça se passe comme ça. Après, pour des petits syndicats intercommunaux qui ont des délégataires qui sont sans équipement, je ne sais pas du tout vous dire comment ça se passe. Alors, sinon, il existe, il existe des formats standards d'échange entre les différents systèmes. Donc, dans le domaine des systèmes d'information géographique, on va retrouver des standards que tous les logiciels savent comprendre. Entre ce qui est DAO, ce qui est SIG, les différents éditeurs de produits savent aujourd'hui parfaitement communiquer sans perdre de données. Merci. Dans le même esprit, une question de Laurent Chauvière, qui est ingénieur au CIEP Pays du Mix. Bonjour, dans le cas d'un service géré en DSP, donc on est toujours dans le même cas, où la collectivité a investi dans un SIG et où le délégataire tient également à jour une base de données,
Comment peut-on réaliser régulièrement une compilation de toutes les données sans perdre d'informations? Est-ce que c'est possible avec le logiciel Elixaqua? Qui souhaite répondre? En fait, oui, comme le disait Thierry de Tonder, il y a des standards dans les échanges de données. Tous les objets sont en base de données sous Elix. Nous, on est sous Oracle, mais je pense qu'on peut travailler également avec PostGIS. Donc, du coup, l'intégration, après, il se fait via des formats d'échange à définir, bien sûr, entre la collectivité et le délégataire. Et Elix est un outil ouvert, vu que c'est de la base de données Oracle ou PostGIS, ça avale n'importe quel format, enfin voilà, après quelques transformations via des ETL. Donc ça, après, c'est au niveau technique que ça se passe, mais oui, c'est la mise à jour régulière, elle peut se faire tout par automate. Nous, nos outils en interne dialoguent chaque nuit entre eux. On met à jour des bases depuis Elix, qui est la référence. On met à jour d'autres bases de données, notamment pour la GMAO dont on vous parlait tout à l'heure. Donc voilà, le transfert, il se fait très bien entre les outils. Le cas que décrit monsieur entre une collectivité et puis un délégataire existe bien entendu dans d'autres structures. Par exemple, entre un bureau d'études et un service technique d'une collectivité locale qui n'utilise pas nécessairement les mêmes outils, mais il existe des plateformes pour pouvoir communiquer. Donc je suis à peu près certain qu'une solution technique existe pour le cas que décrit monsieur. Merci. Est-ce que vous avez des compléments à ajouter ici? Oui, je peux apporter quelques compléments techniques. En fait, au niveau des échanges, bien entendu, on peut échanger avec des bureaux d'études via des formats style AutoCAD et autres, qui sont relativement classiques. Après, au niveau des formats plus élaborés, là, en passant par des ETL, comme le soulignait Sophie Labois, ça me pose strictement. Après, tout dépend de la volumétrie, je dirais, de la fréquence des échanges qu'il faut mettre en place, et puis du cahier des charges entre les différents intervenants. Après, tous les problèmes sont réglables. Bon, ce sont que des problèmes techniques. Après, il faut quand même faire communiquer les SI entre eux, et c'est peut-être finalement ce qui est le plus compliqué. En passant par des fichiers à plat, ça pose strictement aucun problème. En essayant de monter des passerelles complètement automatiques, là, par contre, ce serait plutôt des problématiques d'ordre accès au SI du tiers qui pourraient pénaliser en fait ces échanges. D'accord. Merci, merci pour ce complément. On va passer à la question suivante. Alors, une question de Stéphane Bernon. Donc, il m'a indiqué qu'il était au Conseil général de Saône-et-Loire. Donc, voici sa question. Le modèle de données est-il propriétaire de la solution Elix ou a-t-il été défini par Chambéry Métropole? Alors, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, allez-y. Bon, après, je la laisserai. Je vois que Sophie meurt d'envie de répondre. Donc, en fait, notre solution Elixaqua est fournie avec, je dirais, un modèle standard que l'on peut proposer. Ce modèle s'adapte, je dirais, à 90% des gestionnaires de réseau, eau, voire assainissement. On a parlé de l'eau, de distribution d'eau, mais on travaille aussi au niveau des gestionnaires de réseau d'assainissement. On fournit un modèle, mais dès que l'on le fournit, on s'aperçoit que la collectivité ou le gestionnaire de réseau a des besoins propres, veut le faire communiquer avec d'autres éléments du SI. Donc, immédiatement, on ouvre le modèle, et ça ne pose strictement aucun problème. Voilà, je dirais que c'est je pense, je dirais ce qu'allait dire Chambéry Métropole. Je pense qu'il existait avant qu'on arrive à un modèle, je dirais, de gestion de réseau de patrimoine à Chambéry Métropole. On a déposé Elixaqua, on a rajouté Elix fonctionnel pur, mais le modèle n'a pas fondamentalement évolué. On l'a complété, mais voilà, c'est complètement ouvert. Et c'est modulable. Et c'est modulable, voilà, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'à Chambéry Métropole, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, d'Elixaqua, il y a des attributs qui sont nommés d'une certaine manière, donc on s'y conforte. Enfin, je veux dire, c'est pas très, très contraignant. Après, nous, à Chambéry Métropole, on avait besoin d'attributs complémentaires qui sont dans le modèle initial.
On les ajoute, ils sont accessibles depuis la boîte de dialogue au même niveau que les attributs de base d'Elix Aqua. Et après, tout harmonieusement. Voilà, rien à ajouter de plus. Merci. Question suivante. Une question de Jérôme Sourisseau, qui est chef de service exploitation eau et assainissement à la communauté d'agglomération du Choletais. Le cahier des charges de réalisation des plans de récolement intègre-t-il les dernières propositions d'évolution liées à la norme 10.003.3 et 4 ? Alors, est-ce que vous êtes connaisseur de cette norme-là? Parce que pour ma part, peut-être que M. Sourisseau peut préciser de quelle norme il s'agit. Je vais vous transmettre sa question par écrit. Donc, et il a une deuxième question. Les plans de récolement sont-ils désormais intégrés malgré le non-géoréférencement du cadastre? En fait, nous, pour les plans de récolement, le choix qui a été fait, c'est de saisir l'emprise dans la base de données. Donc, en fait, on saisit le grand rectangle englobant autour de la zone qui a été levée. Voilà, c'est bon. Et du coup, par un lien multimédia donc Elix permet, on ouvre le plan de récolement, qu'il soit en AutoCAD, en PDF ou un autre format. Bon, on n'en a pas 30. Enfin, nous, on a de l'AutoCAD ou du PDF. On charge le plan de récolement avec derrière le cadastre qui, lui, est levé et géoréférencé dans le plan. Les données topo ne sont pas ne sont pas intégrées directement dans le référentiel, puisque nous, notre référentiel, c'est le cadastre de la DG. D'accord. Après, pour répondre, je pense que la norme, voilà, faut qu'on creuse un petit peu. Vu qu'on la connaît pas, j'imagine qu'elle n'est pas intégrée dans notre cahier des charges. Voilà. On a une précision de M. Sourisseau sur cette norme. Il s'agit de normes en réflexion au niveau de l'AFNOR dans le cadre de la réglementation construire sans détruire. Construire sans détruire, est-ce que c'est la norme des TDICT ou ça n'a rien à voir? Par rapport au DTDICT, là, je laisse la parole derrière. Oui, alors, bon, moi je vais aller rapidement là-dessus, parce que bon, c'est vrai que moi, la norme, je la connais bien aussi, parce qu'on a la gestion des DTDICT aussi, parallèlement à ce qu'on fait. Nous, le cahier des charges, donc, il est bien spécifique et il intègre bien les coordonnées obligatoires X, Y et Z. Donc, je pense que répondant à la norme, on a peut-être quelques petits détails qui répondent encore pas forcément, et notamment sur les classes de précision ou sur le Z. Notre ancien cahier des charges est encore plus sur du 2D que sur du 3D. Là, on l'a fait évoluer un petit peu pour passer effectivement tout en 3D, donc vraiment le X, Y, Z. Et donc, normalement, on devrait s'approcher. Si on n'est pas dans la norme, on doit être relativement proche de la norme. On n'est peut-être encore pas vraiment calé norme exacte, mais on est quand même relativement bien calé, quoi. Donc, j'espère que la réponse vous convient, mais sinon, c'est pareil. Après, il faut qu'on se revoie un petit peu parce qu'il y a des charges, à la limite, il est fait. On pourrait en faire une diffusion s'il faut, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord, je prends bonne note et donc à tous les participants, n'hésitez pas à demander des précisions dans un deuxième temps. Une question de Gilles Prébendé, j'espère que je prononce bien le nom, qui est donc technicien assainissement au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le descriptif du patrimoine? Donc une question pour Chambéry Métropole, je pense. Alors, si on part sur l'ensemble des attributs, donc moi j'ai commencé en 93, donc on avait un petit peu moins de communes, on avait beaucoup moins d'informations aussi à gérer. Donc par contre, on a toujours eu, nous, les trois critères en tête depuis le départ, c'était les diamètres, les matériaux et l'année de pause. Après, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues au fur et à mesure. Bon, les années de pause, je vous cache pas, en diamètre matériaux, on est renseigné en eau potable à 100%. Bon, avec des critères de fiabilité, parce que bon, effectivement, sous chaque diamètre matériau, on a un critère de fiabilité, est-ce qu'on est fiable, indicatif ou probable, parce qu'il y a quelques communes dont on a récupéré la gestion après, il y a quelques années, en 2006, où on nous a donné des plans papier, encore avec pas forcément ces informations-là. Donc on est allé, nous, sur place pour aller drainer quelques informations.
Et en année de pause, depuis, alors on va dire septembre 2013, on est à 100% de renseignés sur les années de pause. En eau potable, en assainissement, c'est un petit peu différent, on doit être à peu près à entre 30 et 40% d'inconnus en date de pause et en matériaux, mais les dates de pause, là, on est en train de faire travailler un petit peu les anciens du service, qui sont plus anciens que moi. Et donc, pour nous donner au moins pas une fourchette, quoi. Donc, tel que le décret l'indique, en fait, c'est pas une année forcément, mais c'est une période. Donc après, nous, on va pas partir sur jour, mois, année, mais on va essayer de prendre une tête de 10 ans, et je pense qu'on sera déjà pas trop mal, quoi. Donc pour l'aspect patrimonial, par contre, combien de temps ça nous a mis, effectivement, je dirais pas depuis 93, mais si vous partez de zéro, effectivement, tout dépend le linéaire que vous avez, ça va prendre du temps. Et si c'est renseigné au fur et à mesure, bon, effectivement, après, pour quantifier le temps exactement, on peut pas vraiment quantifier, quoi, parce que ça peut très bien prendre un mois, comme ça peut prendre des années. Hein. J'ai certaines communes rencontrées 3-4 fois dans l'année, ou sur plusieurs années pour essayer de drainer des formations, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui se fait vraiment comme ça en l'espace de quelques minutes ou quelques heures, quoi. Oui, effectivement, on connaît la difficulté aujourd'hui pour les collectivités donc de répondre à la réglementation et de réaliser le descriptif détaillé des réseaux. C'est une question qui revient souvent sur le réseau. Merci pour ces éléments. On a encore 2 questions. Une question de... Pas de panique, il y a un petit problème chez nous, mais tout va bien chez vous. Donc on poursuit. Une question donc de Alain Ressaré du CIEP de Jurançon. DSP en eau potable. Le SIG développé par Starapic peut-il être intégré ou associé à Google? Oui, tout à fait. Alors, associé, il faut savoir ce qu'on entend. On peut très bien utiliser le fond de plan Google en supplément, en fait, en complément de la cartographie du réseau. Ça se fait très très bien. Hein. Bon là, je suis pas sûr qu'on puisse le faire parce que je suis pas sûr qu'on s'est connecté sur le Wi-Fi, puis on l'a pas testé, mais ça fonctionne très très bien. Donc on superpose en fait voilà, tout à fait. Une couche... Alors ça va un petit peu au-delà même de Google. On peut aussi, se connecter à d'autres serveurs WMS. Alors là, je parle peut-être un petit peu plus chinois, mais je dirais que d'autres fournisseurs de données proposent en fait des serveurs accessibles, des serveurs qui fournissent en fait des flux de données cartographiques, et on peut en fait les utiliser comme fond. Fabrice Moget vient de faire la démonstration, alors je ne sais pas s'il peut partager son écran. Alors on va montrer ça tout de suite à l'écran. Ça sera plus convaincant, je pense, qu'un discours. Alors, juste une petite seconde que je réorganise les différents modules. Ça se fait à la main, c'est pas automatique malheureusement. Voilà. Donc j'invite Monsieur Moget à partager son écran pour nous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a choisi. Là, par exemple, c'est Google Earth. Google Earth. Donc sur la même zone que tout à l'heure. Voilà, donc démonstration en direct, il est possible de relier, d'associer les données Google Earth avec le logiciel. Là, on a une liste où on peut connecter différents serveurs WMS et également ici les serveurs d'image, donc sur une liste ici. Oui, je précise qu'il y a aussi d'autres serveurs disponibles que celui qui est cité ici, notamment ceux du géoportail français, mais également, éventuellement, suivant la région dans laquelle vous êtes, peut-être des infrastructures de données géospatiales régionales ou départementales qui offrent ce service qu'on appelle souvent un service WMS. D'accord. Donc c'est la fameuse modulation qu'on a évoquée tout à l'heure, où ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le logiciel est modulable en fonction des... Là, c'est plus des services qui sont disponibles, donc on exploite les services qui sont disponibles. Là. Ok. C'est le fait de cumuler à la fois des informations qui sont locales sur votre ordinateur
et puis des fonds de plan qui sont à distance sur la toile, n'importe où sur le web. D'accord. Alors, je vais du coup repasser au visuel question. Nous avions une dernière question à traiter, donc qui est une question toujours de Stéphane Bernon, qui est très actif sur cette webconférence, c'est très bien. Et donc, il pose la question par rapport au réseau d'assainissement. Est-ce qu'une analyse multicritère est également prévue pour le renouvellement des réseaux d'assainissement? Moi, je dirais oui. Oui, en effet. En fait, alors, le réseau d'assainissement, c'est un petit peu différent parce que les contraintes réglementaires sont légèrement différentes. On est plus dans une analyse à base de notation ITV, donc à inspection télévisée, et des notations qui suivent donc la dernière norme. Alors, j'ai plus le nom, je dirais la référence de la norme d'ITV, hein, mais voilà. Donc, pour l'instant, nous, on a travaillé d'abord sur l'eau, point de vue mécanisme de notation. Maintenant, nous, côté l'Ixaqua, nous disposons d'un logiciel d'intégration d'inspection télévisée, à la fameuse norme, en fait... EN 13508-2. Alors, Fabrice Moget la connaît, c'est là... La norme EN 13508-2. Voilà, tout à fait. Et donc, on arrive à positionner, en fait, les différentes anomalies sur les ouvrages, à assurer en fait le flux des fichiers justement entre les fichiers dans cette norme, et donc on peut envisager en effet à moyen terme de disposer d'un outil similaire pour le renouvellement des réseaux d'assainissement. Mais on n'est pas tout à fait dans le même dans le même registre. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose où effectivement, c'est pas du tout dans le même registre, mais nous, Chambéry Métropole, on compte bien cette année se lancer sur une analyse multicritère sur les réseaux d'assainissement. Et donc, comme vous l'avez souligné, c'est aussi dans le cadre c'est soumis aussi effectivement à des réglementations qui existent en matière de passage caméra, vidéo, avec des cotations suivant les défauts constatés, etc. Donc tout ça, effectivement, est à regarder d'un peu plus près, et de voir comment on classifie toutes ces codifications en fonction des défauts constatés des rapports caméra, les intégrer en direct, effectivement, si c'est possible, dans le SIG, et de ressortir après une analyse multicritère qui serait basée sur les défauts constatés et avec des priorités en fonction de codification. Mais nous, on va, puisque notre analyse AMC eau potable est quelque peu aboutie, on veut se lancer sur une analyse multicritère sur l'assainissement, puisque les services d'exploitation d'assainissement nous font des remontées, bien évidemment, de terrain et de constats. Actuellement, nous n'utilisons que très peu, et notamment, nous ne pouvons pas inscrire ça dans une programmation pluriannuelle d'investissement, en mettant en évidence les vrais besoins de renouvellement de réseaux d'assainissement actuellement. Et effectivement, à l'attention des décideurs, si nous, on ne passe pas par une analyse type multicritère qui démontrerait un certain nombre de réseaux à rénover et assis sur un coût financier, in fine, c'est ça. Voilà. Donc nous, on va certainement travailler cette année dans ce sens-là. Et en partenariat, certainement avec Elix, puisqu'on fonctionne ensemble. Donc on va penser en même temps que nous. Merci pour ça. Écoutez, je pense qu'on va conclure sur ces derniers mots. Merci à tous pour la présentation et pour les échanges qui ont été riches. Navré donc pour les petits aléas techniques que nous avons rencontrés au cours de la webconférence. J'espère que malgré tout, elle aura répondu à vos attentes. Avant de nous quitter, je vous invite à remplir, je remercie encore tout le monde, et puis je vous invite à remplir un petit questionnaire qui va apparaître à l'écran, qui va nous permettre donc d'évaluer si la webconférence était à la hauteur de vos attentes et si vous auriez des améliorations à y apporter. Merci à tous, et donc pour l'enregistrement sera disponible dans les jours qui viennent sur le site internet du réseau Eau, avec également les supports de présentation. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.